Bien le bonjour à tous et merci de nous retrouver dans cette émission qui donne la parole à la jeunesse, ce rendez-vous qui désormais se veut intergénérationnel, histoire de discuter avec les jeunes, de recueillir leurs aspirations sur ce que devrait être un monde meilleur. Sur ce plateau, nous avons deux invités spéciaux avec qui nous allons justement échanger sur ces questions-là. Qu'est-ce qui a été fait lors de ce 75e anniversaire de l'ONU? Qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui est en perspective? À ma gauche, Dr Jean-Delors Biogué, bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. L'honneur est partagé. Content de le savoir. Alors vous êtes spécialiste chargé de la coordination du développement, des partenariats et du financement du développement au Bureau des Nations Unies au Gabon. Absolument. Dans le même ordre d'idée, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Omar Bongo. Toujours. Et pour finir, vous êtes responsable d'une ONG qui prône la citoyenneté et l'action. Deux vocables qui ont une place de choix dans votre vie de tous les jours. Et justement, l'ONG s'appelle Citoyens et Action parce que le but de chaque citoyen, c'est d'être en action et une action constructive pour proposer une voie alternative aux difficultés de la société et renforcer ce qui va bien. C'est bien compris. Bon vent dans ce que vous avez choisi de faire. Alors, face à vous, nous avons Madame Lisiane Erkenga. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous êtes très belle ce matin. Merci. Alors, vous êtes consultante en communication politique et institutionnelle. En effet. En quoi consiste votre travail, s'il vous plaît? Alors, mon travail, en quelques mots, consiste à aider les décideurs à faire passer leur message et à gagner l'adhésion de leur cible. Ok, c'est bien compris, ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien, merci. Ok, vous avez participé à une conférence de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche sur le thème « Quand les médias créent la paix ». En effet. Ça s'était bien passé? Oui, on a fait le tour du pays pour former les journalistes et les médias en général sur leurs responsabilités, notamment en période électorale, afin de transmettre l'information, mais surtout de prévenir les situations de crise. C'est bien compris. Vous êtes quelqu'un de discipliné, de déterminé et il est difficile de vous faire abandonner une cause qui vous tient à cœur. Effectivement, sous notion, on dirait plutôt que je suis têtue, mais dans le bon sens. C'est bien compris. Le décor est planté, nos invités sont présentés. Je vais tout de suite me tourner peut-être vers le docteur Jean-Delors Biogué. Vous sortez de plusieurs assises, il y a eu des dialogues qui ont été initiés à l'échelle planétaire. Au niveau local, il y a des dialogues qui se sont faits et dernièrement, vous avez fait une synthèse justement de tous ces dialogues. Comment vous sortez de ces moments? Très bien, je sors de ce moment d'abord très renforcé et encouragé de constater que les jeunes du Gabon, quand je dis jeunes du Gabon, c'est tous les jeunes qui vivent au Gabon, qu'ils soient étrangers, etc., ont une perception juste des grandes évolutions du monde. Et deuxième satisfaction, c'est que les jeunes du Gabon sont capables de proposer des choses pour les 25 années à venir. Et troisième satisfaction, c'est que les jeunes du Gabon sont conscients du rôle qu'ils ont à jouer pour les transformations du monde et particulièrement de leur société. Ils ont des idées justes, des idées objectives et réalistes qui peuvent leur permettre d'être des fers de lance véritablement du monde de demain dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc vraiment, je sors de là avec beaucoup de satisfaction d'avoir pu rassembler cette centaine de jeunes qui s'est prononcé sur les grandes questions du monde et qui est prête à s'engager, qui ne demande simplement que des espaces d'engagement. Vraiment très encouragé. C'est bien compris. Alors face à vous, vous avez une jeune, elle est influenceuse, elle est entrepreneur. Alors vous, en tant que jeune, comment vous sortez de ce dialogue? Est-ce que vous estimez que c'était un dialogue de trop? Est-ce que vous estimez que les choses vont changer après ça? Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, peut-être pas un dialogue de trop, parce qu'on a constamment besoin d'échanger avec l'autre pour construire quelque chose de solide. Le dialogue est la base de toute communication apaisée, je pense. Donc, je sors de là plutôt, comme l'a dit le docteur, plutôt satisfaite déjà de la qualité des échanges. Et à cet effet, je voudrais remercier tous les jeunes qui, comme moi, ont participé à ce dialogue. Qu'est-ce qui va sortir de ce dialogue? Je pense qu'il en sortira ce que nous-mêmes nous allons décider. Qu'il en sorte, il faut que chacun à son niveau s'engage. Il va falloir que nous changeons nos habitudes, nos mauvaises habitudes, et que nous décidions avec courage d'en avoir de nouvelles et de travailler pour que
toutes ces perspectives que nous avons placées ensemble, que nous puissions les voir se réaliser. Donc c'est un engagement collectif, certes, mais c'est surtout un engagement personnel, parce que c'est la somme de nos individualités qui feront le monde de demain. C'est très clair et peut-être vous faire réagir là-dessus, docteur Delors, parce qu'à côté de cela, il y a des jeunes qui se disent que l'ONU parle beaucoup, l'ONU dialogue beaucoup, mais dans le concret, on ne vous voit pas. Comment vous réagissez par rapport à cette critique ? Très bien, il est couramment attendu des Nations Unies une action plus forte, et ce qui est normal au regard des missions qui lui sont confiées par la charte qu'il a créée. Okay. La grande complexité de la perception de la mission des Nations Unies, c'est la notion de différenciation que l'opinion publique internationale ne fait pas toujours, ce qui n'est pas d'ailleurs évident à ses yeux. C'est-à-dire que le système des Nations Unies intervient selon un mode d'action différencié. Qu'est-ce que j'entends par là ? On n'intervient pas dans un pays stable comme on intervient dans un pays en crise. C'est la première différenciation. L'autre différenciation, c'est que nous n'allons pas intervenir dans un pays à revenus intermédiaires, tranche supérieure, comme c'est le cas du Gabon, comme dans un pays pauvre. Donc, ce qui fait que cette présence différenciée, effectivement, fait que les populations des pays comme celle du Gabon, ne vont pas ressentir au niveau de leur assiette et de leur quotidien la valeur ajoutée de la présence des Nations Unies. Pourquoi ? Parce que dans des pays à revenus intermédiaires, tranche supérieure comme le Gabon, qui sont qualifiés comme étant des pays ayant les moyens de leur propre développement, nous venons en appui technique et pas en appui financier. Parce qu'en réalité, au regard du PIB, au regard des réalités et des richesses nationales, le Gabon est considéré comme étant un pays riche. Et donc, nous n'allons pas apporter, construire des routes, reconstruire. Vous allez en Centrafrique, les interventions de la communauté internationale sont différentes parce que c'est un pays à reconstruire. Vous allez dans d'autres pays, c'est des pays en sortie de crise dont il faut mobiliser des fonds qui ne sont pas des prêts, mais des subventions pour relever les économies. Et là, ça va encore être un autre type d'intervention. Donc c'est pour cela que lorsque les jeunes perçoivent, ou bien l'opinion publique internationale perçoit notre action, il y a d'abord cette distinction à faire. L'autre distinction doit venir des missions statutaires de l'ONU. Les Nations Unies ont été créées fondamentalement pour apporter la paix et la sécurité dans le monde. C'est la première vocation. Et ensuite, c'est adjoint à cette vocation, puisqu'il n'y a pas de paix sans le développement. Donc, on a ajouté la question de développement durable, j'ajoute. Ensuite, il y a les droits de l'homme. Et aujourd'hui, on parle de l'environnement, la protection de l'environnement. Donc, 4 missions fondamentales qui sont les nôtres. Et pour les mener, étant donné que l'ONU n'a pas une banque avec un État organisé, l'action va reposer sur le plaidoyer. L'action va reposer sur la création des instances de dialogue entre les dirigeants du monde pour qu'on aille dans le sens de la résolution des problèmes du monde dans l'esprit de ne laisser aucune nation derrière. Voilà un tout petit peu les missions des Nations Unies et ce n'est pas évident de les comprendre aussi facilement lorsque l'on sait que les espoirs sont beaucoup fondés sur cette organisation. C'est très clair. Face à vous, on le rappelle, on a Madame Neyer Kenga. Alors j'ai envie de vous demander, façonner notre avenir ensemble, c'est le thème qui a été retenu pour le dernier dialogue. Est-ce que justement vous avez ce sentiment-là par rapport aux actions de l'ONU de participer justement à l'édifice du monde meilleur que l'ONU prône ? Alors, comme le disait le docteur Jean Delors, au Gabon, l'action de l'ONU dans ce sens n'est pas forcément visible et senti par les populations gabonaises, si on veut être totalement honnête. Okay. Mais dans l'optique de façonner notre avenir ensemble, moi je pense qu'aujourd'hui, le besoin le plus criard qu'a la société gabonaise, et notamment sa jeunesse, afin de façonner un avenir meilleur, c'est celui de la formation. Okay. Alors, la principale demande que nous avons faite aux différentes organisations des Nations Unies va dans ce sens. Aider à la formation des jeunes Gabonais. Parce que sans formation, l'avenir ne peut pas être des plus glorieux. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte de mondialisation où le développement va très vite.
et une jeunesse gabonaise ou africaine mal formée est tout de suite perdante dans ces échanges mondiaux. Donc nous attendons des Nations Unies qu'elles appuient ou sinon qu'elles accompagnent le gouvernement gabonais dans cet élan de formation. Je pense que si nous sommes un pays en développement, vous avez dit, en voie de développement de tranche supérieure à revenu intermédiaire, et que vous ne pouvez pas nous aider de façon financière parce que apparemment nous avons les moyens, mais que vous puissiez nous accompagner, parce que j'ai horreur de cette notion d'aide et de don qui finalement ne résout pas le problème. Accompagnez-nous dans le processus de formation des jeunes. Moi, je pense qu'un jeune qui est formé a un avenir beaucoup plus clair qu'un jeune qui ne sait pas où il va, qui n'a pas les outils pour affronter ce monde en perpétuel changement. Et à côté de ça, nous attendons également des Nations Unies qu'on regarde un peu de plus près l'endettement de nos pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, malgré les richesses que nous avons, nous nous retrouvons avec des taux d'endettement que nous, jeunes, nous ne comprenons pas forcément et que nous allons devoir rembourser sans pour autant avoir bénéficié de ce pourquoi nous sommes endettés en réalité. Donc que les organismes des Nations Unies puissent regarder de très près ces questions et que les responsabilités soient très vite établies afin que les générations qui arrivent ne puissent pas payer ce lourd tribut-là. Aujourd'hui, si nous sommes obligés un peu de faire l'aumône au niveau des instances internationales en ce qui concerne la formation, c'est bien parce que les fonds qui ont été alloués à nos pays pour ce secteur n'ont pas été utilisés à cet effet. Donc, c'est une de nos principales préoccupations, la formation et cette épée de Damoclès qui est l'endettement qui pèse sur nous alors que nous ne bénéficions pas de ce que nous serions en droit d'attendre. Donc, au lieu d'attribuer à chaque fois des nouveaux financements, des nouvelles subventions, qu'on essaie de renforcer la traçabilité de ces fonds, que ces fonds ne servent pas à alimenter les réseaux de corruption pour qu'ensuite les générations futures se retrouvent à devoir payer quelque chose dont elles n'ont pas bénéficié tout simplement. Donc je ne sais pas exactement si ça rentre dans le cadre des missions de l'ONU, le docteur pourra nous en dire plus, mais en quelques mots, c'est les principales attentes et les principaux défis auxquels nous devrons faire face très rapidement. C'est bien compris, docteur Delors, vous l'avez précisé tout à l'heure, l'ONU lorsqu'elle est créée, c'est pour établir, restaurer la paix dans le monde, mais après la paix peut aussi se comprendre comme l'absence de chômage, j'ai envie de dire comme ça, l'absence de chômage, surtout comme elle le disait, les jeunes ont besoin d'être formés. Alors moi j'ai envie de vous demander, vous avez écouté, quelles sont les attentes des jeunes? Comment est-ce que votre action est-elle structurée? Parce que je pense que vous n'êtes pas là pour vous substituer à nos États, je ne le pense pas. Mais aujourd'hui, les jeunes ont besoin de formation, ils n'ont plus confiance à leur gouvernement. On a des instances internationales qui sont là. Comment est-ce que votre action se structure en fait? Très bien. Alors, vous savez, le principe sur lequel est bâti les Nations Unies, c'est le respect de la souveraineté des États. Et lorsque nous arrivons dans un État, nous apportons un appui, nous ne disons pas à l'État ce que l'État doit faire. Nous demandons à l'État, que voulez-vous faire? Ou bien, qu'êtes-vous en train de faire? Et nous proposons à l'État notre appui dans la mise en œuvre de leur politique nationale de développement. C'est pour cela que tous les 5 ans, nous signons avec les États un plan cadre quinquennal qui s'appelle plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du pays, on va dire du Gabon, puisqu'on est au Gabon pour le moment. Et dans ce document est clairement consigné la réponse conjointe de toutes les agences du système des Nations Unies aux besoins de développement du pays dans tous les secteurs. Secteur agricole avec la FAO, secteur de la santé avec l'OMS, secteur enfance et protection de l'enfance, l'UNICEF, secteur éducation, l'UNESCO, le BIT, etc. Et même les secteurs travail, et j'en passe, en tout cas en autant de secteurs qui existent pour la promotion du développement d'un pays, il y a des axes partenariaux qui sont définis entre le système des Nations Unies et le Gabon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois que c'est défini,
nous mettons en place des programmes d'exécution de ces axes de partenariat qui vont peut-être concerner avec l'UNESCO à aider l'État à élaborer les cartes scolaires, à élaborer des comptes du secteur de l'éducation, à améliorer les programmes, etc. Avec l'UNICEF, l'OMS, nous avons vu que le partenariat Gabon-OMS a accéléré la fin de la polio au Gabon et bien d'autres résultats qui sont obtenus secteur par secteur. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous appuyons l'élaboration d'une politique d'amélioration de l'existant allant vers l'efficacité et nous apportons un financement pour donner une espèce d'exemple. On appelle toujours des projets pilotes qui montrent ce qu'il faut faire. Ou bien nous apportons une partie du financement qui permet de lancer la mise en œuvre de la réforme. Après, il faut que l'État s'approprie de ce partenariat et qu'il fasse le reste. Alors, on va revenir à ce niveau par rapport à ce que je disais au propos liminaire. Il y a le niveau d'appropriation de l'État qui va faire en sorte qu'il y ait la différence, que l'on constate la différence en termes d'efficacité du partenariat Nations Unies et États concernés. Il y a ensuite la gouvernance du partenariat. Quand je parle de gouvernance du partenariat, il y a la conduite du processus, il y a également la gestion des fonds, il y a la gestion des ressources humaines et aussi le cadre stratégique des projets qui doit reposer sur la durabilité et la pérennisation. Donc, c'est souvent là où, dans plusieurs pays, les partenariats entre les Nations Unies, les agences des Nations Unies et les États échouent. On a l'impression que pendant que nous sommes ensemble, il y a certaines choses qui marchent bien. Quand nous nous retirons, on retourne à la case départ. Donc, la question de l'appropriation et de la pérennisation, doit se situer au cœur du partenariat. Et là, ça fait partie maintenant des nouvelles réflexions que nous avons avec les États aujourd'hui. Comment rendre nos différents partenariats plus efficaces, plus durables, puisqu'on est dans le développement durable, et plus porteurs de changement pour le bien des populations. Donc nous sommes dans cette discussion et je pense que les réformes des Nations Unies vont dans le sens d'améliorer justement ces partenariats en corrigeant les défauts constatés depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Lisiane Neyer, vous voulez réagir sur les propos du docteur? Je suis tout à fait d'accord. Il faut que nos États sortent de ce cercle vicieux qui fait en sorte qu'on soit toujours vus comme des enfants gâtés, qui ont tout le temps besoin d'avoir un tuteur avec une chicotte pour les rappeler à l'ordre. Effectivement, il n'est pas du rôle de l'ONU de se substituer à nos dirigeants ou d'imposer leur façon de travailler à l'État. Ce sont des partenaires qui sont là pour nous accompagner. Il est de notre responsabilité de pouvoir ensuite mener les différentes actions entreprises jusqu'à leur terme. Et si aujourd'hui les jeunes ont besoin de formation, peut-être aussi que nos dirigeants ont besoin de formation à ce niveau-là. Donc, dans tous les cas, le problème de la formation demeure parce qu'il nous faut devenir autonomes. Il nous faut également pouvoir répondre aux attentes des populations de façon très rapide et ne pas forcément attendre la providence, sinon à chaque fois l'intervention de l'ONU pour voir les choses évoluer. Donc la question de la formation reste toujours centrale et je pense qu'il va falloir aussi faire preuve d'humilité. Quand on ne sait pas faire ou qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à très bien faire les choses, s'entourer des intelligences et mettre en place surtout des process qui vont nous permettre de rester sur le droit chemin. Donc à ce niveau-là, on comprend très bien qu'il y a des pistes d'amélioration. C'est aussi une façon peut-être pour les instances onusiennes de se dédouaner de ce que nous pouvons observer, mais dans tous les cas, nous prenons bonne note des explications. C'est très bien dit. En fait, peut-être pas se dédouaner parce que
il y a la co-responsabilité dans tout ce qui concerne un partenariat, parce que le partenariat réunit deux personnes au moins. Donc il y a, les échecs sont partagés comme les succès sont partagés. C'est comme je dis, c'est un processus en perpétuelle réflexion, à la recherche d'amélioration. Et je reviens particulièrement sur ce que vous venez de dire. C'est Jean Baudin, je crois, un économiste, qui disait il n'est de richesse que d'homme. Et la richesse de l'homme repose dans ses capacités, dans ses compétences, dans sa formation, sa capacité à produire le résultat. Et vous avez parfaitement raison. Nous avons, dans le jargon du développement international, on parle du renforcement des capacités. Et ça fait aussi partie des axes d'intervention des agences du système des Nations Unies dans les pays. Alors attention, parce que les fonctionnaires des pays sont assez bien formés. Et le renforcement des capacités, pour nous, revêt un autre caractère. C'est le partage des expériences qui ont réussi ailleurs et que l'on peut partager au pays qui peut avoir des difficultés à aller dans le sens, entamer la voie que d'autres ont entamée avant eux et qu'ils ont réussi. Donc servir de pont pour pouvoir établir des liens de performance entre les États, c'est aussi notre rôle. Par contre, l'axe que nous n'avons pas suffisamment développé, ça vous avez raison madame de l'évoquer, vous avez le partenariat institutionnel et le partenariat non institutionnel. Je pense que vous m'interpellez de manière diplomatique et très intelligente sur le partenariat non institutionnel que nous devons engager avec les jeunes. Et vous allez recevoir très bientôt une invitation de la part du bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies, puisque le coordonnateur résident était là lors du dialogue. Il a compris vos préoccupations et la première des choses, c'est dans quoi avez-vous besoin d'être formé pour mieux participer à la création de la richesse de votre pays, pour mieux participer à la mise en place d'un dialogue juste et équitable dans les domaines politiques, économiques et social. Donc, à partir de ce moment, une fois que nous allons faire l'identification des besoins de cette jeunesse en matière de formation, eh bien, nous allons vous proposer un programme de renforcement de capacité entre griffes pour vous permettre justement d'être des citoyens actifs, des citoyens dont l'action est constructive et tournée vers le développement du pays. Merci Monsieur Delors pour la clairvoyance de vos propos. Juste dire que dans votre argumentaire, le mot discussion a jailli plusieurs fois, avec beaucoup d'insistance d'ailleurs, et c'est peut-être là où les jeunes restent un peu perplexes. Est-ce que l'ONU n'est que dans des réflexions, des discussions et non pas du concret? Je rappelle que nous sommes avec le docteur Jean Delors Biogué, avec Madame Lisiane Kenga. Alors, docteur Delors, dites-nous, on va peut-être commencer par vous. Les Nations Unies aujourd'hui parlent d'un monde meilleur. C'est ce qui est mis en avant aujourd'hui. Comment pensez-vous justement qu'on puisse régler ce fossé qu'il y a entre le monde meilleur auquel l'ONU aspire et les réalités actuelles, les défis actuels de notre société? Ça pourrait passer par quoi, selon vous? Moi, je pense que la réduction de cette fracture qu'on observe ne passe que par l'action. Ok. Je suis une éternelle optimiste et pour moi, il n'y a aucune fatalité. Pour réduire cette fracture que nous pouvons observer, il faut que les citoyens s'engagent. Il faut que chaque personne s'engage à faire beaucoup plus, à faire le pas supplémentaire. Pour sortir d'une situation X et aller vers une situation Y, c'est une décision. Ce n'est autre chose qu'une décision. Décider de sortir de sa zone de confort, décider de faire ce qu'on n'a pas encore voulu faire et qui va nous permettre justement d'aller encore plus loin. Donc je pense que tout part d'une prise de décision d'abord personnelle et qui ensuite va devenir collective. Et très souvent, l'effet d'entraînement nous aide beaucoup dans ce sens. C'est pour ça que j'encourage tous les leaders, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, peu importe les religions et tout ce qui peut nous diviser lorsque nous décidons de porter un regard clivant, mais plutôt mettons-nous ensemble et décidons de faire le pas supplémentaire. Pour moi, un monde meilleur, ce n'est pas une vision utopique, mais c'est plutôt beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et surtout beaucoup d'ingéniosité et beaucoup d'innovation. Il va nous falloir être beaucoup plus ingénieux. Les équilibres et les systèmes étant appelés à changer, il y aura toujours une place pour la nouveauté, il y aura toujours une place pour ceux qui décident de travailler, de sortir de leur zone de confort. Donc
pour moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait d'imaginer un monde meilleur, parce que tout simplement, c'est une décision de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, ou tout simplement de voir le verre et de se dire qu'on peut le remplir soi-même s'il est à moitié vide ou à moitié plein. Un monde meilleur passe nécessairement par un Gabon meilleur. Qu'est-ce que vous pensez de l'implication des jeunes du point de vue local? Alors, il y a déjà de plus en plus de jeunes qui s'engagent, c'est à féliciter, mais je pense que ces jeunes-là ont vraiment besoin de formation, ont besoin d'outils, ont besoin d'accepter aussi, d'avoir l'humilité de reconnaître qu'ils ont besoin de se faire former. La politique qu'on nous vend aujourd'hui en Afrique ou au Gabon, ce n'est pas ça la politique. La politique, ce n'est pas la corruption, la politique, ce n'est pas la dictature, la politique, ce n'est pas le fait d'écraser les plus faibles et les plus pauvres. Non, ça n'a rien à voir. Donc, il nous faut sortir de ce carcan de pensée qu'on nous a imposé depuis une cinquantaine d'années pour que nous puissions créer quelque chose à notre image et quelque chose qui nous ressemble et aussi quelque chose qui nous rendra fiers de ce que nous sommes. Donc pour moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il nous faut dès aujourd'hui former les futurs dirigeants que nous aurons demain. Et cela passe aussi par la conclusion de partenariats. Déjà, je suis contente de ce que le bureau, que le représentant des Nations Unies au Gabon ait compris de nos échanges, que nous attendons de lui cet aspect-là. Mais aussi, il faut reconnaître que la jeunesse, aujourd'hui au Gabon, la jeunesse entreprenante, la jeunesse de la société civile est menacée. Voilà, nous subissons au quotidien des intimidations, voilées, non voilées. Et nous voulons faire preuve de courage, mais en même temps, nous avons besoin d'un statut qui nous assure protection. Parce que c'est un peu la bagarre de l'œuf et du marteau. Ce que vous voyez, c'est plus facile de précariser un jeune pour qu'il se taise que de le faire par exemple avec quelqu'un qui a déjà bâti sa vie, qui a déjà suffisamment d'assises financières et qui peut avoir le courage de mener ses convictions contre vents et marées. Donc nous attendons aussi peut-être de l'ONU qu'elle réfléchisse à un statut particulier pour les jeunes qui décident de s'engager dans la société civile ou dans la politique, afin de les mettre à l'abri de toute forme d'intimidation ou de pression qu'ils pourraient subir. Par ailleurs, étant moi-même dans le domaine, j'offre régulièrement des formations à des jeunes sur l'engagement politique, l'engagement citoyen, comment se structurer. Je pense que le docteur aussi, de son côté d'homme civil, en dehors de ses fonctions de l'ONU, le fait également. Mais je pense qu'il va nous falloir très rapidement mutualiser nos efforts afin que nous puissions cadrer l'engagement de ces jeunes-là pour qu'ils aient beaucoup plus d'impact et qu'on ait très rapidement un effet d'entraînement sur une majorité de jeunes Gabonais. C'est bien compris, docteur Delors, vous l'avez suivi avec une attention toute particulière. Vous parlez d'un monde meilleur, vous parlez de travailler ensemble. Aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse gabonaise est en train de s'engager. Le chômage a tellement frappé qu'on est obligé de se lever, on est obligé de se tourner les pouces, retrousser nos manches, mettre nos Master 2 de côté, poser des actions pour avoir un avenir, j'ai envie de dire, meilleur. À votre niveau, à votre entendement, est-ce que vous pensez que d'ici 2045, puisque c'est le cap que vous êtes lancé, d'ici le centenaire de l'ONU, est-ce que vous pensez que ce fossé serait comblé? Disons que ce fossé peut être comblé si nous arrivons à prendre de bonnes décisions. Et je pense que l'une des voies d'accélération de la fermeture du fossé et d'établissement des ponts, c'est les objectifs de développement durable. Les 17 objectifs de développement durable. Et le 17e objectif martèle surtout sur ce qu'elle disait en d'autres termes, c'est les partenariats innovants pour pouvoir construire des sociétés durables. Et je pense qu'il faut qu'on identifie pays par pays qu'est-ce qui fait obstacle à ce partenariat innovant à l'interne et au niveau international. Et vous allez vous rendre compte que pour connaître un tout petit peu le Gabon et la jeunesse du Gabon, je pense qu'elle est remplie d'énergie, elle est remplie de bonne volonté, elle a envie de s'exprimer, mais elle ne trouve pas des tribunes d'expression souvent. Et deuxième chose, elle ne sait pas exactement comment canaliser ses énergies. Est-ce qu'elle se bat pour le relèvement économique?
Est-ce qu'elle se bat pour le relèvement politique? Est-ce qu'elle se bat pour le relèvement social? Donc on a un peu toute une émergence d'idées de groupes de jeunes dynamiques, mais dont la vision de l'action n'est toujours pas définie. Ce qui fait qu'ils s'essoufflent à un moment donné très rapidement parce qu'ils ne voient pas forcément le bout de leur combat. Donc je pense qu'il y a ça fait partie certainement de manière indirecte des interpellations Madame ici présente, c'est d'aider les jeunes à formuler une vision sociétale à court, moyen et long terme et qu'ils restent fidèles dans cette vision. Vous allez voir les mêmes jeunes en train de se battre pour le sport, en train de se battre pour la politique, en train de se battre pour l'environnement et finalement on ne sait plus où ils se battent. Donc il y a cette énergie à canaliser vers un objectif à atteindre. Et le fait pour eux de ne pas atteindre ces objectifs les décourage. Okay. Le fait pour eux de ne pas trouver le terrain les décourage. Et donc on pense que tout devient impossible. Et ça crée une nouvelle forme de dialogue intergénérationnel qui malheureusement va être fondée sur la défiance. On a l'impression que l'adulte constitue l'obstacle à l'éclosion, si vous voulez, à l'expression du savoir-faire des jeunes générations. Et là aussi, il faut que nous puissions nous asseoir pour définir un nouveau cadre partenarial. Mais pour que l'appui des jeunes soit efficace, il faut qu'ils sachent vers quoi ils mènent leurs énergies et leurs forces. Et ce n'est pas toujours ce qui est évident avec la jeunesse du Gabon. Et pourquoi ? Parce qu'il manque justement des instances d'orientation de l'action civile, politique, sociale et économique. Et c'est une défaillance que nous avons constatée en parcourant le Gabon dans le cadre de ce dialogue et dans le cadre de mes fonctions antérieures, aussi bien aux Nations Unies, lorsque j'étais au PNUD, que lorsque je suis enseignant à l'université. C'est vraiment toutes ces choses que nous devons parvenir à combler. Maintenant, quel est le goulot d'étranglement ? Le goulot d'étranglement, c'est les jeunes eux-mêmes aussi quelquefois. Parce qu'un jeune ne va pas se lever samedi à 6 h du matin pour aller à un séminaire de renforcement de capacité. Je sais de quoi je parle. J'invite les jeunes à assister à un atelier, dit docteur, est-ce que nous serons rémunérés? Docteur, est-ce qu'on aura un taxi? Docteur, etc. Ce qui diffère de notre temps où nous avions envie de nous former. Et on pouvait nous dire de parcourir des kilomètres à pied. Et surtout votre temps, il y avait des moyens. Docteur Delors, vous avez dit en prélude de cette émission que le Gabon est un pays vraiment qui est doté de plusieurs richesses. Il y avait un certain accompagnement qui vous permettait de vous affirmer. Mais aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de travail, la formation est compliquée. Effectivement, je comprends que ça soit une gêne pour vous d'organiser un tel événement, une telle assise pour permettre de renforcer les capacités des jeunes. Mais après, ici, par exemple, nous sommes à la Belle TV au nord de Libreville. Quelqu'un à qui l'État n'assure pas peut-être les bourses, ça c'est un problème continuel au Gabon, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui ne peut pas se faire former, qui n'a pas de travail, à qui vous demandez de traverser tout Libreville. Est-ce que quelque part, ce n'est pas justifié ce genre de réaction ? Alors, je ne suis pas sûr que je fais partie de ceux qui ont particulièrement bénéficié des mesures exceptionnelles facilitant la vie. Okay. Mon école primaire était située à 15 km de ma maison. Donc j'allais à pied, tous les matins. Alors, ensuite, le lycée, j'ai eu mon bac au lycée Léon-Bar en 1996. Ça fait 2 petites décennies, je ne sais pas. Mais il y avait encore le transport scolaire. Le transport scolaire ne dessert pas les voies secondaires. Les problèmes étaient quasiment les mêmes, disons-nous les vérités. Mais aujourd'hui, c'est à chacun la responsabilité, la notion de responsabilité dont on parle, c'est quoi? Il dit, je suis conscient que mon avenir est menacé, donc je n'attends de personne des moyens qui me permettent de me développer. C'est difficile à dire, docteur. La responsabilité, elle a des échelles. Et je pense que si on doit dresser une échelle de responsabilité, l'État d'abord avec ses missions régaliennes et peut-être l'individu au bas de l'échelle. Alors, renforcement de capacité. Renforcement de capacité. Je vois des jeunes d'une certaine catégorie qui ont des téléphones que moi qui gagne un salaire, je n'ai pas. Que je ne peux pas me permettre parce que je trouve que c'est de la diversion. Ok, c'est subsidiaire. Vous voyez, vous avez des jeunes qui vont en boîte de nuit. Ça va de soi qu'on va payer à boire, on va payer à manger. On paye même le taxi pour aller de chez soi jusqu'à la boîte de nuit. Mais pourquoi lorsqu'il faut aller renforcer ses capacités, on pose des conditions, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alors que ces mêmes moyens que vous mettez à votre disposition pour vos loisirs, vous pouvez les consacrer. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Je me sacrifie pour mon avenir.
Et c'est cette valeur sacrificielle qui manque à beaucoup de jeunes de votre génération. Je ne dis pas tous, mais à beaucoup. La valeur sacrificielle. Il y a aussi la présomption. Je rencontre beaucoup de jeunes qui refusent de faire leur classe, d'accord? Qui veulent être au sommet avant d'être passés par chargé d'études, assistant de ceci, etc. Et cette recherche d'ascension rapide a des répercussions sur la chaîne de développement des pays. On a vu les pays, pour ne pas les citer, où les jeunes sont arrivés très vite au pouvoir, commencent à dégringoler parce qu'ils n'étaient pas parfaitement au fait des attentes. Et ils ont développé des discours qui ont même créé la division, la rupture sociale. Parce que manquant et de maturité professionnelle et de maturité sociale. Donc il y a un temps pour l'apprentissage que beaucoup de jeunes refusent. Il y a un temps pour se sacrifier que beaucoup de jeunes refusent. Ils voudraient que moi, je dis moi en parlant en tant d'adulte par rapport à une certaine génération, je me sacrifie à leur place, mais je me suis déjà sacrifié pour mon temps, pour ma génération. Je vais peut-être me sacrifier pour mettre mon savoir-faire à votre disposition, mais ne me demandez pas de puiser dans ma poche pour vous payer de venir suivre ma formation. Vous voyez un tout petit peu, et là, je mets de côté mes fonctions aux Nations Unies. C'est des réalités auxquelles je suis confronté au quotidien quand j'essaye d'aider la jeunesse de mon pays. Vous voyez? Donc il faut un changement de paradigme. Quelqu'un a dit hier, un jeune a dit hier, que la liberté s'arrache et le bonheur se construit. Si vous voulez construire votre bonheur, il faut le construire sur des sacrifices. Et donc, chaque génération est en guerre contre, en fait, les forces contraires à son épanouissement. Mais si on dort, on va perdre cette guerre. Et c'est ce qu'il faut donc que nous, moi aussi bien ma génération, parce que je ne suis pas de la génération, je ne dois pas être comptable de ce que mes parents ont fait, de mes grands frères ont fait. Donc moi j'ai mes responsabilités vis-à-vis de la République, je dois les assurer, je ne dois pas attendre que la République crée un stade pour moi, il me dit va parler là-bas, c'est moi de dire je vais parler là-bas, parce que c'est mon droit, et de me battre pour qu'on accepte que j'aille parler à tel ou tel endroit. Mais ça, on ne voit pas. Je vais encore revenir... Avec tous les risques que ça implique, hein, docteur, si vous permettez, parce qu'aujourd'hui, un jeune qui vient s'affirmer sur la société et qui porte comme ça un discours qui n'est pas agréable aux oreilles, justement, des gouvernants, c'est souvent des problèmes. Et je crois que c'est une réalité qu'elle a décrite tout à l'heure. Justement. Certainement de façon implicite, mais elle l'a dit tout à l'heure. Justement, je suis parfaitement d'accord avec vous. La liberté d'expression, elle n'est pas toujours de mise de manière évidente, ça c'est clair. Après, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Des changements. Lorsque l'on est sur un terrain hostile, on choisit des voies qui nous permettent d'atteindre notre résultat autre que par l'affrontement. Je pense que quand on a un combat asymétrique, il vaut mieux orienter son combat autrement. Et donc, moi, dans ma fougue de jeunesse à l'université Omar Bongo, où j'ai passé une année avant d'aller en Europe, eh bien, nos luttes étaient des échecs permanents. Eh bien, nous avons, dans ce qui me concerne, changé de lutte. C'est-à-dire, aller discuter directement avec ceux qui décident. À la rigueur de leur vendre mes idées pour que ce soit les leurs. On a fait avancer plusieurs lois dans ce pays en allant négocier avec les parlementaires. Parce que ce qui compte, ce n'est pas que je sois mise en valeur, c'est que la chose puisse avancer. Et je vais prendre maintenant un autre exemple, un dernier. Ok, très rapidement s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les élections présidentielles de 2016. Vous avez vu comment la jeunesse s'est battue pour réclamer l'alternance. Et ensuite, quel a été le terrain de chute de sa lutte? Ce sont les magasins, les boutiques. Quel est le rapport entre la lutte politique et la destruction des magasins? On laisse de côté le combat politique, on va chercher le sac de riz chez Koulibaly, on court avec. Donc il faut savoir, c'est là la cohérence dont je parlais. Est-ce que Koulibaly doit souffrir d'une rupture de dialogue politique? Ou bien, je n'ai pas vu une seule affiche déchiré dans la ville de Libreville. Mais j'ai vu des magasins pillés. Où est le combat? Vous voyez? C'est un exemple parmi tant d'autres. Les jeunes, il faut, comme je disais tout à l'heure, canaliser vos énergies vers un objectif transformationnel à atteindre. On va vous laisser réagir rapidement. Hein. Oui, je suis d'accord avec la majorité de ce que le docteur a dit. Moi, par contre, je voudrais dire peut-être qu'il faut affiner le ciblage quand on organise des séminaires de renforcement de capacité.
parce qu'effectivement, ce n'est pas tous les jeunes qui sont aptes ou qui ont envie d'être formés. Mais je suis quand même certaine qu'il y a des jeunes qui sont capables de faire des sacrifices et qui souvent ne bénéficient pas de ces opportunités-là. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et je suis d'accord avec le docteur, c'est que la jeunesse du Gabon doit comprendre quel est l'environnement social dans lequel elle évolue. On ne peut pas mener nos plaidoyers comme le fait la jeunesse française ou la jeunesse anglaise ou la jeunesse occidentale en général. Nous avons un contexte social qui nous impose le droit d'aînesse. Lorsqu'on donne à un enfant la parole au corps de garde, il n'est pas de son devoir de dire tout et n'importe quoi. Il doit pouvoir choisir ses mots, il doit pouvoir choisir sa posture, déjà pour ne pas recevoir des coups, parce que c'est culturel chez nous de donner des coups à un enfant qui se montre impoli ou irrévérencieux envers un adulte, mais aussi pour qu'à l'avenir, on ne le censure pas, parce que dès lors qu'il aura parlé de manière débridée, une chose est sûre, c'est qu'il n'aura plus jamais accès au corps de garde, on ne lui donnera plus jamais la parole. Donc il faut que nous aussi, dans notre façon de mener nos plaidoyers, que nous sachions comment le faire en ne reniant pas qui nous sommes. Et ça, je pense que c'est à ce niveau-là que nous avons très souvent péché. Parce qu'il faut aussi, c'est bien d'interpeller les aînés, mais c'est encore mieux de reconnaître aussi que des fois, nous avons embrassé et peut-être trop embrassé ce qui nous vient d'ailleurs. Donc n'oublions pas nos valeurs, n'oublions pas que chez nous, l'enfant reste l'enfant et l'adulte reste l'adulte. On peut faire des remarques, on peut dire des choses, mais tout en gardant la manière et tout en préservant le droit d'aînesse. Pour le reste, je pense que nous attendons. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris. Et nous, ce qu'on peut faire, moi, ce que je peux faire en tant que leader à mon petit niveau, c'est d'essayer de mobiliser déjà les jeunes qui sont désireux d'apprendre et qui sont désireux de changer de paradigme. Et nous tiendrons prêts pour apprendre, pour faire nos classes, parce qu'effectivement, c'est important. Il ne faut pas brûler les étapes. Et je pense qu'en réunissant tous ces paramètres, nous arriverons quand même à faire un pas supplémentaire. Mais encore une fois, la jeunesse que nous avons vue, comme l'a pris l'exemple le docteur en 2016, qui allait casser dans les magasins, c'est avant tout l'image de la clochardisation de la jeunesse. Parce que je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, que des personnes qui sont allées casser ces magasins, dedans il y a des personnes qui ont un statut, qui ont un travail, mais on a tellement réduit à rien nos efforts. On a tellement réduit à rien en fait la capacité des Gabonais à pouvoir rêver, à pouvoir parler même des fois. On nous a tellement censuré que quand la cocotte minute explose, elle ne choisit plus la direction qu'elle prend. Et je pense que pour prévenir ce genre de choses, encore une fois, la formation s'impose à nous. Comment canaliser cette frustration qu'on peut ressentir, comment canaliser cette colère qu'on peut ressentir et comment faire en sorte de transformer cette colère en quelque chose de positif à l'échelle nationale. Je pense que c'est ça le principal enjeu que nous devons arriver à résoudre. En d'autres termes, je crois que c'était un ras-le-bol de la jeunesse et je crois que le docteur... Pas seulement de la jeunesse, parce qu'on a vu des papas, même des personnes du 3e âge. L'impulsion a été donnée par la jeunesse et puis on s'est dit le feu l'hiver, allez enfance. Avec des sacs de riz sur le dos, avec des télévisions, des écrans plasma et autres qui ne pouvaient pas s'offrir malgré le fait qu'il ait travaillé pendant 40 ans. Après, le papa, il n'arrive pas à s'offrir un écran plasma. Alors, s'il voit un jeune qui a commencé à casser la vitrine de Koulibaly et qu'il aperçoit l'écran plasma qui attire ses convoitises, ben, il va le prendre. Rappelons que c'était une situation inédite, hein. C'était pas un fait récurrent, on va le dire comme ça. Vous faire réagir. Depuis l'avènement du multipartisme au Gabon, à chaque élection présidentielle, quasiment, on assiste... Peut-être la casse des biens publics, mais pas le pillage des magasins. Ça, je pense que c'était une première. Depuis l'élection de... Peut-être... Oui, depuis l'élection de 1993 déjà, à chaque élection, tout le monde sait que les gens se préparent à aller casser les magasins. C'est bien compris. Pour aller s'offrir ce qu'ils ne peuvent pas s'offrir en travaillant honnêtement.
C'est bien compris. Je vais vous faire réagir sur un point, Madame Lisiane Meyer. C'est celui de savoir que les jeunes aujourd'hui ont cette soif de prendre part justement à la sphère décisionnelle. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la jeunesse que nous sommes a les moyens justement de prendre part à cette sphère décisionnelle? Oui, moi je pense déjà pour commencer... Tout en rappelant que le chef de l'État a fait asseoir justement son Bien sûr, mais je pense que la jeunesse doit sortir. En fait, aujourd'hui, la jeunesse n'est qu'une force démographique. Okay. On répète ça comme une récitation, la jeunesse représente 70% de la population. Ok, mais toujours est-il que le pouvoir, c'est des luttes perpétuelles. On n'arrive pas au sommet juste parce qu'on est 70% de la population. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne et le monde ne fonctionnera jamais comme ça. Okay. D'accord? Donc, il va falloir que la jeunesse gabonaise sorte du fait d'être simplement une force démographique pour devenir une force politique, une force civile, une force économique, une force sociale. Et ça passe radicalement par le changement de mentalité. Comme le disait le docteur Jean Delors, aujourd'hui, on a une jeunesse qui est totalement assistée. Je ne peux pas faire ceci parce que l'État n'a pas donné. Je ne pars pas à l'école parce que maman ne m'a pas acheté des fournitures. Je ne peux pas jouer au football parce que l'État n'a pas construit les stades. Mais il y a des personnes qui se retrouvent dans des milieux encore plus défavorisés que nous qui arrivent quand même à s'en sortir. Donc moi je pense que les barrières que nous avons, elles sont avant tout mentales. Il nous faut changer de mentalité. Il nous faut réapprendre à rêver. Il nous faut réapprendre à savoir que bon, je vis dans mon petit environnement, mais il y a plus grand que moi qui existe et il ne me tient qu'à moi que de sortir de chez moi et de sortir de ma zone de confort. Donc, on veut être dans les instances décisionnelles. Ok, faisons nos classes, comme l'a dit le docteur. Apprenons, soyons humbles, acceptons d'apprendre à côté de ceux-là que nous fustigeons. Ok, on les fustige, mais quand même, ils occupent des fonctions que nous aspirons à occuper. Regardons et apprenons. Acceptons les bâtons dans les roues, acceptons le fait que nos devanciers nous voient comme des personnes voulant menacer leur position. D'être cadrés, acceptons de cadrer nos efforts et de faire les choses comme elles doivent être faites. C'est très bien compris. Voilà. Docteur Delors, moi j'ai juste envie de vous demander, est-ce que vous pensez que c'est une préoccupation légitime? Absolument. Le monde de demain, les vieillards de demain, c'est des jeunes d'aujourd'hui. Okay. Et les jeunes ont raison de s'inquiéter pour leur avenir et pour leur présent. C'est un combat qui est noble et c'est une préoccupation juste qui fait d'ailleurs partie des exigences, des objectifs de développement durable qui reposent sur l'égalité, ne laisser personne au bord de la route. Et lorsque on a l'impression qu'il y a une discrimination d'une catégorie sociale basée sur l'âge ou le genre, ou etc., mener un combat vers l'égalité, il est juste. Seulement, comme on dit, il faut qu'on parvienne à trouver des instances de dialogue qui permettent d'arriver à une décision qui permet de formuler des actions pour transformer. Et je pense que c'est ce qui manque dans plusieurs pays et peut-être un tout petit peu au Gabon. Il y a trop de ruptures entre des instances de discussion. C'est la défiance, c'est les discontinuités permanentes, etc. Il faut trouver un cadre et je pense que je vais revenir sur un sujet qui tient à cœur beaucoup de jeunes. C'est le Conseil national de la jeunesse du Gabon. Il faut le renforcer, il faut l'institutionnaliser, il faut une loi qui l'encadre et qui fasse en sorte que les jeunes du Gabon deviennent des appuis à la décision importants parce qu'ils font partie de la population à satisfaire. Et ils font aussi partie de ceux qui connaissent mieux les problèmes auxquels ils sont confrontés. Je suis désolé, je ne connais pas mieux les problèmes des jeunes aujourd'hui qu'eux-mêmes. Et donc si je veux élaborer une politique qui satisfasse et les jeunes et les vieillards, etc., la première des choses, c'est la consultation de ces personnes. Et comme on ne peut pas consulter tout le monde, il faut consulter l'instance représentative qu'est le Conseil national de la jeunesse. Et ce Conseil national de la jeunesse doit être réhabilité, doit être renforcé et orienté vers l'appui à la décision pour une gouvernance juste et équitable au Gabon. Voilà un tout petit peu, pour moi, ce qui manque à ce dialogue qu'il faut bâtir. Toujours dans le sens d'interpeller nos amis onusiens, ce serait bien dans les préliminaires à tous les projets, vous êtes responsable des partenariats, de mettre une petite clause comme ça pour dire que bon, le gouvernement s'est déjà engagé par une loi
à garantir 30% de jeunes, non, je pense 25% de jeunes et 30% de femmes, ben, peut-être mettre une petite clause qui dirait que dans les équipes qui doivent travailler avec vous, que ces quotas soient respectés. Noté. On va partir de la gauche vers la droite. Vous êtes une bouche autorisée de l'ONU et c'est une question que vous posez très souvent au monde. Et nous, aujourd'hui, on a choisi de vous poser cette question. Pensez-vous que le monde de demain serait meilleur ou pire ou alors la même chose qu'aujourd'hui? Alors, le monde de demain a tout ce qu'il faut pour être meilleur qu'aujourd'hui. Il faut simplement tout ce qui manque à tout cet ensemble. C'est un ingrédient majeur qu'est la volonté politique des dirigeants du monde de faire en sorte qu'il soit meilleur. Et je pense qu'on peut y arriver. Et l'un des fondements de mon optimisme, c'est le fait que de plus en plus, nous avons des menaces communes. L'environnement, le terrorisme, la pauvreté. Nous voyons comment la pauvreté des pays pauvres a des impacts sur l'immigration dans les pays développés et qu'ils ont du mal à juguler. Donc c'est aussi un problème commun. Donc le fait qu'on ait une espèce de problème commun va nécessiter absolument des solutions mutualisées qui vont permettre que nous arrivions à un monde meilleur. Mais il faut une forte volonté politique de la part des États. Et comme je le disais, nous avons tout ce qu'il faut pour que le monde de demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient pour vous, Madame Neyer-Lisiane? Moi, je dirais que le monde de demain ne sera que ce que nous avons décidé d'en faire. Donc, si nous voulons qu'il soit meilleur, à nous de devenir meilleurs. Et je pense qu'en étant de meilleures personnes, de façon individuelle, nous rendrons collectivement le monde dans lequel nous vivons plus agréable pour tout le monde. C'est très bien compris, c'est sur cette interrogation que nous allons fermer cette émission, une façon de dire que le changement que nous attendons des autres doit passer par nous-mêmes. Nous rappelons que nous étions avec le docteur Jean-Delors Biogué, qui est enseignant-chercheur à l'université, qui est spécialiste chargé de la coordination du développement, des partenariats et du financement du développement au Bureau des Nations Unies. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Nous étions également avec Madame Neyer-Lisiane, qui est consultante en communication et qui aide les hommes politiques à faire justement entendre leur message auprès de leurs cibles. Merci de m'avoir invité également. C'était un plaisir. Merci à vous. C'est sur cette note que nous fermons à nouveau cette émission. Je l'ai dit plusieurs fois. Merci d'avoir regardé ce programme. Nous nous disons à très prochainement pour un nouveau numéro. Sur ce, que Dieu bénisse les enfants d'Afrique.